Rebonjour, chers élèves et bienvenue dans le corrigé du bac blanc. Donc voilà, je vous propose le cinquième de la série au cours de ces derniers jours. C'est tout simplement pour vous aider à être vraiment au top le jour J. Donc dans ce cinquième examen blanc, j'ai pratiquement balayé une grande partie du programme. En chimie, on va faire tout ce qui est un exercice sur le suivi, un sur les piles et un sur le comportement de deux acides. Et en physique, on va rappeler le principe de la diffraction, on va rappeler la modulation, démodulation, un exercice sur le circuit RC. Et en mécanique, on fera deux petits exercices sur chute libre et un saut spectaculaire. Bon, je relis rapidement l'énoncé parce que le sujet, vous l'avez en PDF. Je l'ai envoyé il y a 3-4 jours. J'espère que bon nombre d'entre vous l'ont bien préparé. Bon, je ne vais pas insister sur tout ce qui est très simple. Donc, je vais insister surtout sur les points où vous risquez normalement de ne pas répondre correctement. Donc, voilà, je vais lire l'énoncé et je passe tout de suite à la solution exercice par exercice. Donc là, on réalise l'oxydation des ions I-. Donc là, le premier point, on vous dit on mélange. Donc, c'est un mélange. Ça, c'est un point très important pour le calcul des concentrations. On mélange un volume V1 d'iodure de potassium, concentration C1, volume V2 d'eau oxygénée de concentration C2 et un volume V3 d'acide sulfurique. Faites attention, l'acide sulfurique c'est H2SO4. H2SO4. C'est-à-dire lorsqu'il se décompose, va vous donner 2H+, plus HSO4 de moins. 2H+. Bien, écrire les demi-équations des deux couples redox et en déduire l'équation bilan. Calculer les concentrations initiales de H2O, I- et H3O+, ou H+, c'est la même chose. Préciser qui est le réactif limitant. On vous dit le diode formé donne une couleur brune, ce qui permet la mesure de la concentration de I2 formée à différents instants. Donc on va suivre l'évolution de la concentration de la formation de I2. Montrer que la relation liant la concentration restante à l'instant T et la concentration de I2 qui est formée est donnée par la relation suivante. On vous donne la courbe qui montre l'évolution de la concentration de H2O2 en fonction du temps. Représenter l'évolution de la concentration d'eau oxygénée en fonction du temps. Enfin, calculer la vitesse moyenne de disparition de H2O2 entre T1, vitesse moyenne et non pas vitesse instantanée, et déterminer le temps de demi-réaction. Bien, donc allons-y donc en solution. Comme d'habitude, je rappelle ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne, partagez-la avec vos amis dans les réseaux sociaux, dans des groupes WhatsApp pour aider les autres. Bien, les équations de demi-réaction, donc ça, on vous dit l'iodure de potassium, donc I- va se transformer en I2. On commence par faire l'égalité des nombres d'atomes, donc vous avez 2, 2. Ensuite, bien sûr, pour l'égalité des charges, je vais ajouter 2 électrons. Donc vous avez une réaction d'oxydation. Là, vous avez plutôt une réaction de réduction. Vous avez H2O2 va donner H2O. Voilà, je pense que tout le monde est capable d'arriver rapidement à cette équation-là. Et l'équation bilan, on fait la somme tout simplement. J'ai le même nombre d'électrons, donc très bien, ça me donne H2O2 plus 2H+, plus 2I- donc 2H2O plus I2. Bien, calculer à T égale à 0 les concentrations de I-, H2O et H3O+. Là, il faut faire attention. Il faut faire très attention, il ne faut pas écrire concentration, c'est C fois V. Et je suis sûr, bon nombre d'entre vous ont écrit la concentration, c'est C fois V. Là, on vous dit on mélange. Donc, je mélange C1V1 de celui-là avec C1V1 de celui-là avec C1V2 de. On a fait un mélange. Donc, la concentration n'est plus la concentration initiale, mais ce sera la concentration, il faut tenir compte du volume total. Donc, la concentration initiale d'iodure est moins, puisque KI, lorsqu'il se dissocie, va donner KI va donner I- K+, donc va donner la concentration de I- c'est C1. Donc ce sera C1V1 sur le volume total. Donc la même chose. Pour H2O2, ça sera C2V2 sur V1 plus V2 plus V3. Et surtout sur H3O+, il faut faire attention, H3O+, il faut mettre 2 fois. Pourquoi? Parce que H2SO4, de concentration C, lorsqu'il se dissocie, va donner 2H+. Donc un nombre de mol N va donner 2N. Donc la concentration, ou bien C, concentration C, va donner 2C de H3O+.
Donc deux fois, là il ne faut pas oublier ce facteur 2, deux fois C3H3, C3V3 sur la somme. Donc voilà le premier point. Donc premier point déjà, il faut tenir compte du volume total. Deuxième point pour H3+, il ne faut pas oublier le facteur 2. Voilà, donc voilà maintenant quel est le réactif limitant. Bien sûr, pour déterminer le réactif limitant, je calcule la concentration de chaque élément et je divise par le coefficient qu'il y a ici. Donc concentration de H2O divisé par 1, je la compare à la concentration de I- divisé par 2 et à la concentration de H3O+ divisé par 2. Et la plus petite quantité, c'est celle qui va donner le réactif limitant. Et vu les concentrations qu'on a calculées, vous voyez que 5, 10, moins 3, il est plus petit que 10, moins 2, 2H3+ divisé par 2, et il est plus petit que 6,4, 10, moins 1 divisé par 2. Donc le réactif limitant, c'est H2O2, c'est l'eau oxygénée. Montrer que la relation liant la concentration de l'eau oxygénée et de I2 à tout instant peut s'écrire. Bon, là, il suffit de faire un petit tableau d'avancement rapide. Donc, je commence avec N0 mol. Ici N1, ici N2. Vous avez alors N0 moins X. Là, vous avez N2 moins 2X. Et là, information X. Donc, la concentration de H2E2 à un instant T quelconque, ce sera N0 moins X sur V. Que je peux développer. Et la concentration à un instant T quelconque de I2, c'est X sur V. Donc, vous voyez, il suffit de remplacer. Et donc, H2O2 va donner N0 sur V, qui n'est autre que le volume total ici de la solution, qui n'est autre que la concentration initiale de H2O2, et moins X sur V. X sur V n'est autre que la concentration de I2. Donc, voilà, H2O2, c'est concentration initiale moins la concentration de l'iode formé. Définir la vitesse de disparition de H2E2 et calculer à l'instant t égale à 7,5 et la calculer à t égale à 7,5. Là, on parle de la vitesse instantanée, la vitesse à un instant t, ce n'est pas la vitesse moyenne. Donc, faites la différence entre vitesse moyenne et vitesse instantanée. Et en déduire la vitesse de formation de I2. Donc là aussi, il faut faire très attention aux coefficients. Ah, d'accord? Donc là, pas de problème parce que les coefficients sont 1 et 1. Donc la vitesse de disparition par définition, c'est moins. Hein, lorsqu'il s'agit d'un réactif, c'est moins la dérivée de la concentration par rapport à dt. Parce que la concentration diminue avec le temps. Donc la dérivée est négative. Il faut ajouter un signe moins parce que la vitesse, il est toujours positif. Donc voilà la vitesse de disparition de H2O2. On nous demande de calculer sa valeur à 7,5. Je trace la tangente à la courbe à 7,5 et je détermine le coefficient directeur de cette tangente. Donc c'est delta C sur delta T. Donc vous voyez là, delta C c'est 4,2. Je prends ce point par exemple moins 1 divisé par 0 moins 12,5. Et ça vous donne effectivement quelque chose qui est positif. Maintenant, la vitesse de formation de I2, ça je vais les déduire à partir de la relation que j'ai démontrée ici. Donc la dérivée de la concentration de H2O2 est égale à moins la dérivée de la concentration de I2. Parce que ça, c'est une constante. Donc moins la dérivée de la concentration de H2O2 par rapport au temps est égale à la dérivée de la concentration de I2. Ça veut dire qu'ils ont la même vitesse. Donc la vitesse de formation de I2 est égale à la vitesse de disparition de H2O2 parce que vous avez dans la réaction les mêmes coefficients. Ce n'est pas le cas, par exemple, si H2O2 était par exemple, si vous avez ici un facteur 2, ce ne sera plus le cas. Hein, d'accord? Ce sera la vitesse de formation, ce sera la moitié de la vitesse de H2O2. Imaginons qu'on a ici, par exemple, 2I2. Donc, il faut faire attention au coefficient qui apparaît dans l'équation. Calculer la vitesse moyenne maintenant. Hein, maintenant, on parle de la vitesse moyenne. Bien sûr, ça c'est voilà la vitesse. Maintenant, là, si je peux tracer, je ne l'ai pas fait, comment a évolué la concentration de I2. Donc, ça sera la même courbe, mais dans le sens opposé. Hein, avec à peu près les mêmes vitesses. Calculer la vitesse moyenne. Donc, la vitesse moyenne, c'est comme on est en mécanique. On fait x2, c2 moins c1 sur t2 moins t1. Donc là, on fait juste delta c sur delta t. C'est pas la droite. Hein, d'ailleurs, entre ce point et ce point, vous n'avez pas de droite. Hein, c'est pas une droite. On fait juste les coordonnées. Delta c, c'est la concentration en ce point moins la concentration en ce point divisé par le temps en ce point moins le temps en ce point. D'accord? Donc, faites la différence entre vitesse moyenne et vitesse instantanée. Vitesse instantanée, on trace la droite en un point et on détermine le coefficient directeur. Là, je fais juste le delta C sur delta T.
voilà, déterminer le temps de demi-réaction. Donc là aussi, il faut faire très attention. Ici, bon, par hasard, ça colle. Si t est égal à 1,5, il faut x, par définition, x est égal à x max sur 2. Donc, il ne faut pas tout de suite aller, par exemple, 5 et chercher 2,5. Ce n'est pas toujours le cas. Il faut chercher, si x est égal à x max sur 2, quelle sera la concentration de H2O2. Et comme par hasard ici, H2O2, c'est le réactif limitant, donc x max, c'est N0. Et si je reviens au tableau d'avancement, donc voilà, vous allez avoir N0, ici, N0 moins N0 sur 2, ça va donner N0 sur 2. Donc, la concentration pour x égale à x max, ça sera concentration initiale divisée par 2. Mais ce n'est pas toujours le cas. Hein. Imaginez par exemple, vous allez avoir ici un facteur 2 moins 2x. Donc ça ne sera pas la concentration initiale sur 2. Faire très attention. La méthode, c'est, je l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos, voilà la définition de T1,5. C'est lorsque x est égal à x max sur 2. Voilà. Et donc je dois chercher la grandeur physique que je représente ici. C'est quoi sa valeur lorsque x est égal à x max sur 2. Bon, dans ce cas, c'est sa valeur initiale divisée par 2, mais ce n'est pas toujours le cas. D'accord? Dans ce cas-là, bien sûr, c'est 2,5. Ensuite, je cherche l'abscisse de 2,5, c'est 7 minutes. Donc, T1,5, c'est 7 minutes. Bien. Maintenant, on passe aux piles. Donc, les piles, on vous donne cette réaction et on vous pose quelques questions juste par répondre par vrai ou faux. Donc, vous avez souvent ces dernières années ce type de questions. Voilà les données. Chaque demi-pile contient 100 ml de solution de concentration égale. Les deux concentrations sont égales. D'accord? La concentration de Pb2+ égale la concentration de Zn2+. Et on vous donne la constante de cette équation, c'est 2 fois 10 à la puissance 21. Donc là, c'est 10 à la puissance 21. Et à partir de là, on va répondre. Ça suffit, tout ça pour déterminer le fonctionnement de cette pile. Donc on vous dit le quotient de réaction dans l'état initial est égal à 1. Est-ce que c'est vrai ou faux? Bien sûr, c'est vrai parce que par définition, QI, c'est la concentration de Zn2+, divisée par la concentration de Pb2+. Comme ils sont égales, donc ce quotient est égal à 1, donc bonne réponse. Le système évolue dans le sens inverse. C'est complètement faux. Pourquoi? Parce que le quotient de réaction à l'état initial, il est plus petit que la constante d'équilibre. Donc l'équation va évoluer dans le sens direct. Donc c'est une fausse réponse. Lorsque l'équilibre est atteint, il n'y a plus de Pb+ en solution. Donc là, il faut bien savoir, est-ce que Pb2+, au cours du fonctionnement de la pile, va être un produit? Est-ce qu'il va être, produit ou va être consommé? Donc là, on regarde qu'au cours du fonctionnement de pile, vous voyez bien que Pb2+ va donner Pb solide plus 2 électrons. Donc il y a diminution de la concentration de Pb2+. Zn, c'est l'électrode solide, l'électrode, le métal. Donc souvent, c'est les ions en solution qui sont les réactifs limitants. Et dans ce cas-là, bien sûr, puisque la concentration de Pb2+ va diminuer au cours de la fonctionnement de la pile, donc à l'état d'équilibre, sa quantité va être égale à 0. Donc c'est l'arrêt du fonctionnement du pile. Donc la pile va s'arrêter lorsqu'il n'y a plus de Pb2+ en solution. Donc à l'équilibre. Et c'est ça l'équilibre de la pile. Et dans ce cas-là, bien sûr, la pile elle est usée lorsqu'il n'y a plus de Pb2+. Donc l'équilibre, effectivement, c'est 0. Donc c'est une bonne réponse. Maintenant, la lame de zinc constitue l'électrode positif. Donc là, c'est toujours, il faut, comme l'équation évolue dans le sens 1, je vais avoir la demi-équation, c'est Zn qui va donner Zn2+ plus 2 électrons. Donc là, c'est une oxydation, parce que c'est l'oxydant qui est à droite, c'est une oxydation. Le degré d'oxydation de zinc passe de 0 à plus 2, donc c'est une oxydation. Et l'oxydation, c'est l'anode. Oxydation commence par un voyelle, anode commence par une voyelle, hein, pour se rappeler. Donc l'anode, donc c'est pas la cathode, c'est faux. Et bien sûr, s'il y a oxydation de Zn, vous allez avoir réduction de Pb, et qui dit réduction dit cathode, donc c'est pas une oxydation, c'est une réduction. D'accord? Donc la lame du plomb, c'est une réduction et non pas une oxydation. Enfin, la masse du plomb maximum formé, c'est 0,207 g. Bon là, puisque Pb2+, c'est le réactif limitant, donc à l'équilibre, delta N, ça veut dire la masse maximale va être formée lorsqu'il n'y a plus de Pb+ en solution. Donc la variation du nombre de moles de Pb va être X max, c'est le réactif limitant. Delta N est égal à X max, c'est 0,1 mol, c'est C fois V. Donc la masse du plomb maximale formée, ce sera petit m.
Et vous allez avoir delta N, bien sûr, c'est petit m sur la masse molaire. Donc petit m, ce sera 0,1 fois 207 et ça va donner 20,7 et non pas 0,207. Vous voyez, on vous donne toujours dans l'IQCM des fois des chiffres les mêmes, mais la virgule n'est pas à la même position. Donc là, il faut faire attention. D'accord? Donc là, il n'y aura plus de plomb. La masse de plomb formée lorsqu'il n'y a plus de plomb en solution, ça veut dire delta N est égal à X max, qui est C0 fois V0 du plomb. Voilà pour le... Donc là, je rappelle juste ce schéma, je l'ai fait plusieurs fois, le principe de fonctionnement d'une pile. Donc si on vous donne le sens du courant, ça suffit pour déterminer tout. Donc là, le courant circule dans ce sens, les électrons circulent dans le sens inverse. Donc si je connais le sens du courant, cette borne c'est la cathode, celle-là c'est l'anode. Donc cathode, réduction, anode, oxydation. Donc voilà, réduction du plomb, oxydation de zinc. Donc vous voyez bien que Pb de plus vont être consommés. Voilà, ils vont être consommés ici. Donc l'équilibre va être atteint lorsqu'il n'y a plus de Pb plus en solution. Bien. On passe à l'exercice 3. Donc on se propose de comparer à partir de mesures pH métriques le comportement de deux acides, l'acide nitreux et l'acide hypochloreux. Écrire l'équation de la réaction de l'acide avec l'eau, bon ça tout le monde le sait, c'est 1- plus H3+, tableau d'avancement là aussi, c'est clair, donc CV-X, CV-X équilibre, X équilibre, X équilibre, ça c'est classique. Exprimer la concentration molaire des espèces présentes dans l'état d'équilibre en fonction de C et concentration de H3+, ça c'est absolument à savoir. Donc là ce qu'il faut retenir c'est que la concentration de A- est égale à la concentration de H3+, est égale à X équilibre sur V. C'est ça la clé. Hein. Les deux sont égaux à X équilibre sur V. Donc je peux déterminer X équilibre en fonction d'H3O+. Donc je peux déterminer toutes les concentrations en fonction de C et de H3O+. Voilà, donc concentration de AH c'est C. Non, c'est pas C ici, c'est C, ça c'est initial. Hein. Donc c'est concentration de A- ici. Non, qu'est-ce que je raconte ici? De AH, ça c'est C. Bon, ça c'est CV moins X équilibre sur V. Concentration de H3 égale à concentration de A-. Donc vous voyez bien que AH est égal à C moins la concentration de H3 D'accord? Donc voilà, donc on connaît tout. On connaît la concentration de A-, on connaît la concentration de H3 on connaît la concentration de AH. Maintenant, quotient de réaction, donc je remplace ici par H3O+ au carré divisé par C moins H3O+. Voilà. Et l'exprime en fonction de C, le taux d'avancement. Il suffit d'écrire taux d'avancement, c'est X équilibre sur X max. X équilibre, hein, on a dit concentration d'H3O+, X équilibre sur V. Donc c'est X équilibre, c'est V fois la concentration d'H3O+, divisé par C fois V. Donc taux, C dit c'est la puissance moins pH sur C. Ça, on l'a fait une fois. Compléter le tableau d'avancement. Maintenant, voilà, je connais pour calculer cette valeur, donc je connais C et je connais le pH. Donc si je connais C et le pH, je peux déterminer la concentration. Je connais le pH, je peux déterminer la concentration d'H3+, si 10 à la puissance moins 2,7. Et si je connais la concentration d'H3+, je peux déterminer la constante d'équilibre. Donc voilà, je peux tout calculer. Donc voilà, concentration d'H3+, 10 à la puissance moins pH. Et si je connais la concentration d'H3+, je peux déterminer la constante d'équilibre. Donc pour une même concentration C, maintenant on va se placer dans cette ligne-là, 10-3. Vous voyez, même concentration, les valeurs de taux d'avancement dans l'état d'équilibre de la réaction de chaque acide avec l'eau. Donc là, je connais le pH, je connais la concentration d'H3+, bien sûr, donc je peux déterminer taux. Taux, c'est la concentration d'H3+, sur C. Donc voilà C, voilà la concentration d'H3+, voilà la concentration d'H3+. Donc je peux déterminer taux pour une même concentration, mais bien sûr des pH différents. Donc l'acide nitreux, ça va donner un taux de 0,5. L'acide hypochloreux, ça va donner un taux, donc il est moins dissocié. Donc l'acide nitreux se dissocie beaucoup plus vite, plus important, la dissociation est plus importante que l'acide hypochloreux. On peut en fait prévoir le résultat en regardant Ka. En fait, la quotient de réaction, c'est la constante d'équilibre. Hein. Et vous voyez bien que la constante d'équilibre ici, elle est plus grande que celle-là. Donc si Ka est important,
ça veut dire l'acide il est plus fort. Donc il va se dissocier beaucoup plus important que l'autre. Bien, donner la définition de la constante d'acidité d'un couple. Bon, c'est la constante de réaction à l'équilibre de la réaction de l'acide avec l'eau. Donc pKa c'est moins log de Ka. La dernière colonne dans les valeurs de pKa, valeurs qui ne dépendent que de la température et non pas de la concentration initiale. Vous voyez, donc on peut le remarquer. Dans le tableau ici, vous voyez bien que là on change juste les concentrations, mais vous voyez que le pKa, lui, il est indépendant de la concentration initiale, puisqu'on travaille à même température. Pour ce premier couple, sa valeur c'est toujours 3,3, le pKa, et pour l'autre, sa valeur c'est 7,3. Bien. Voilà, donc voilà pour cet exercice. Donc là, il s'agit de voir, dernière colonne, voilà, voilà. Donc le but, en fait, vous voyez que plus un acide est fort, d'accord, plus un acide est fort, le cas par exemple, cet acide-là, il est plus fort, plus le taux d'avancement est important, d'accord, plus le taux d'avancement est important. Bien, je passe à un exercice très classique sur les ondes, donc là sur la diffraction en particulier. Le caractère de la lumière qui est mis en évidence par la diffraction, bien sûr, c'est le caractère ondulatoire. Donc, la diffraction montre que la lumière est une onde. Et je vous rappelle, ce n'est pas uniquement la lumière qui peut subir une diffraction. Les ondes mécaniques aussi peuvent subir la diffraction. Les ondes sonores aussi peuvent subir la diffraction. Donc là, il faut faire très attention de la question suivante. On vous dit, trouver l'expression de la longueur d'onde. Là, c'est très classique. Là, il suffit juste de faire attention. Des fois, cette distance, on peut l'appeler L. Faites très attention. Et la largeur de la tâche centrale, on peut l'appeler petit t. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est tangente θ, c'est la moitié de la tâche centrale divisée par la distance. Et il se peut qu'on change des notations. Faire très attention. Et θ, bien sûr, c'est toujours inversement proportionnel à l'ouverture de la fente, c'est lambda sur A. Avec ces deux relations, vous pouvez démontrer tout. Par exemple, là, on cherche L. Donc, L, vous voyez bien, c'est 2D sur fois lambda sur A. Donc, en fonction de A sur A, c'est une droite. Donc, voilà. Voilà. Donc, lambda, je peux tracer ici la pente de la courbe L en fonction de A sur A. Donc, L en fonction de A sur A. À ne pas confondre θ en fonction de A sur A. Là, c'est L en fonction de A sur A. Et L en fonction de A sur A. La pente, bien sûr, c'est, je ne l'ai pas mis ici, il faut le mettre là, c'est 2D sur A. D'accord? Donc, la pente, c'est 2D sur A. Et 2D sur A, je calcule la pente, c'est 42 divisé par 6. Donc, 2D sur A égale 2D fois lambda plutôt. 2D fois lambda. Donc 2D fois lambda, c'est la pente de L en fonction de 1 sur A. Donc 2D fois lambda est égal à K. Et K est égal à 7 10 moins 6. Donc je peux déterminer lambda. Et là, il faut faire très attention aux unités. Il faut transformer les millimètres en mètres. Donc 10 moins 2. 10, ce sera 10 moins 3 au carré, 10 moins 6, 10 moins 6, et le lambda, vous allez trouver 632 10 moins 9 mètres, c'est-à-dire 632 nanomètres. Bon, la question 1.3.2 ne rentre pas dans le cadre pédagogique de cette année, parce que normalement, c'est fait à la dernière partie du programme, mais je vous le donne juste entre parenthèses. L'énergie d'un photon, c'est h nu. H, c'est une constante qu'on appelle la constante de Planck. Et mu, c'est la fréquence et c'est sur l'un. Donc, on peut déterminer l'énergie du photon. Mais ça, c'est hors programme cette année. Par contre, déterminer le diamètre d'une poêle, sachant que L' égale 42 mm. Donc, ça, c'est l'une des applications de la diffraction. Ça permet, si je trace par exemple la largeur de la tâche centrale pour 3 ouvertures, maintenant, je veux déterminer le diamètre d'un objet inconnu. Je refais la diffraction avec le même montage. Il suffit de connaître la largeur de la tâche centrale et aller dans cette courbe. Par exemple, ici, on vous donne L' égale 42. Je cherche pour L' égale à 42. Voilà 42. Je cherche la valeur. L'abscisse c'est 6 et l'abscisse, c'est 1 sur 1. Et donc, je peux déterminer le diamètre A. C'est le diamètre de l'objet qui a donné la diffraction. Donc A c'est égal à D, c'est 1/6. Donc l'objet qui va donner une ouverture, une tâche centrale de 42 mm, ça doit être un objet de diamètre 0,17 mm. D'accord? Donc il suffit de connaître la taille de la tâche centrale pour remonter à la dimension de l'objet, et c'est l'une des applications importantes de la diffraction. Ça permet de déterminer
à partir d'une courbe d'étalonnage la dimension de certains objets. Bien, je passe à l'électricité. Donc là aussi, c'est un exercice absolument à connaître. C'est toujours modulation, démodulation. C'est toujours uniquement des questions de cours et toujours même nature. Bon, là, je l'ai fait dans plusieurs vidéos, donc on va le refaire rapidement. Donc là, je vous rappelle le principe de la modulation. Donc vous avez un multiplieur. On fait à l'entrée, on va injecter à l'entrée deux tensions. Une tension, c'est le signal, et l'autre, c'est la porteuse. Ensuite, le multiplieur va multiplier les deux signaux pour donner un signal modulé en amplitude. Donc voilà, à l'entrée U1, on va envoyer la porteuse qui est une fonction sinusoïdale de la forme Pm cosinus 2π sur t fois t. Pm c'est l'amplitude, t c'est la période de la porteuse. Et à l'entrée 2, on va envoyer le signal qu'on va transporter de basse fréquence auquel on va ajouter une composante continue. À la sortie du multiplieur, vous allez avoir tout simplement I1 fois I2 avec une constante qui est caractéristique de ce circuit. Donc on vous dit quelle est l'expression de montrer que l'amplitude de S s'écrit sous cette forme. Donc il suffit de multiplier celle-là par celle-là et de l'écrire sous cette forme. Donc je multiplie tout simplement. Je dois avoir 1 plus quelque chose, donc je dois factoriser par U0. Et si vous factorisez par I0, vous allez voir 1 plus M. Donc petit m, c'est SM sur I0. Ensuite, vous avez cosinus de pi, cosinus. Et A, c'est K fois PM fois I0. C'est ça la constante A. D'accord? Donc n'oubliez pas que SM, c'est l'amplitude de la porteuse. Donc son amplitude. Et PM, c'est l'amplitude du signal, pardon. C'est l'amplitude du signal. Donc le signal varie entre moins SM et plus SM. Et PM, c'est celle de la porteuse. Bien, donc là, on l'a écrit sous cette forme. Donc, on peut déduire par analogie, par déduction, que petit m, c'est ce qu'on appelle le taux de modulation, c'est l'amplitude du signal divisé par la composante continue. D'ailleurs, on vous demande de déterminer sa valeur. Et là, je vais déterminer sa valeur de deux manières. D'abord, il faut déterminer la composante continue et il faut déterminer l'amplitude du signal. Donc, la façon la plus simple de déterminer l'amplitude du signal, c'est de déterminer quelle est la tension entre le maximum et le minimum. Donc là, je rappelle, l'enveloppe, c'est le signal à transporter. Donc voilà son maximum, voilà son minimum. Et vous voyez, entre là et là, c'est à peu près 0,2 volts. D'accord? 0,1, 0,2. Et donc vous divisez par 2 et ça vous donne 0,1. Donc entre là, je répète, donc le plus simple, c'est de prendre le minimum et le maximum. Et vous allez voir, c'est à peu près 0,2 volts. Et bien sûr, l'amplitude, c'est entre le milieu et le maximum. Ça, c'est S max, ça, c'est moins S max. Donc là, entre le maximum et le minimum, c'est 2 fois SM. Faites très attention. Pour déterminer I0, c'est très facile. Vous cherchez la moyenne ici du signal et vous cherchez de combien elle est décalée par rapport à l'horizontale. Donc, c'est entre là et là. Donc, entre là et là, ça vous fait à peu près 1,5 volts. I0... I0, c'est pas 1,5, pourquoi? Ça doit être 0,1, non, ça doit être 0,1, 0,15 ici, 0,15 et non pas 1,5, c'est 0,15, c'est jusque là, d'accord, c'est 0,15, vous corrigez, c'est 0,15 volts. Donc ça vous donne une modulation qui est 0,1 divisé par 0,15, ça vous donne 0,67, et bien sûr, il n'a pas d'unité. Vous avez une deuxième méthode, c'est de déterminer le taux de modulation par S max. Moi, vous déterminez S max, c'est à peu près 0,22. S min, c'est cette valeur-là. Donc, vous le déterminez, c'est 0,05. Et là, 0,25 à peu près S max. Bon, j'ai pas bien, donc le signal n'est pas très bien clair, mais donc c'est 0,25 moins 0,05 plus la même chose, S max moins S min sur S max plus S min, et ça vous donne exactement 0,67. Mais là, c'est plus facile de le calculer par SM sur E0. Donc je répète ici, vous corrigez, c'est 0,15 volts. Bien. Maintenant, pour la démodulation, ce qu'il faut connaître, bien sûr, c'est quel est le rôle de chaque étage. Donc là, c'est la réception, la sélection de l'onde à démoduler. Donc ça, bien sûr, c'est le détecteur de l'enveloppe. Et ça, c'est l'élimination de la composante continue. Donc la partie 3, c'est l'élimination de la composante continue. Donc ensuite, maintenant on vous dit, bon, à partir de ce signal, par exemple, si on vous donne la sensibilité horizontale ou verticale, horizontale, vous pouvez déterminer la fréquence de la porteuse et la fréquence
de la signal, mais c'est pas demandé. Si c'est demandé, on vous dit déterminer le produit LC pour que la réception de l'onde soit bonne. Donc d'abord, on va déterminer pour que la sélection soit bonne du circuit LC, il faut que la fréquence de la porteuse soit égale à la fréquence du signal à transporter. Bon, la porteuse, à partir de ce signal, on va déterminer la fréquence de la porteuse. Et pour déterminer la fréquence de la porteuse, le mieux c'est de calculer au moins 10 périodes pour faire l'erreur soit simple. Donc si je prends 10 périodes entre là et là, donc là je peux déterminer à peu près sur la courbe, ça me donne 5,4 10-3. D'accord? Donc 5,4 10-3. Là vous avez ici 0,5. 10 périodes, ça fait 5,4. 5,4 10-4. Ah oui, voilà, c'est 5,4 fois, il est là 5, ça c'est, faites attention, oui. Donc 10 périodes, en fait, ici c'est 1. Donc 1 multiplié par, donc d'accord. Donc c'est 1 multiplié par 5,4. On vous donne ici, faites très attention à ça. Donc c'est l'axe des X en unité de 5,4 10-4. Là vous avez 0,5, là vous avez 1. Donc 10 périodes, c'est pas une seconde, c'est 1 multiplié par 5,4 10-3. Voilà. Et donc je TP, donc voilà la période de la porteuse. Donc on va avoir la sélection si la fréquence de la porteuse est égale à la fréquence de ce signal-là. Donc ça veut dire qu'elle est en résonance. Et la fréquence d'un circuit LC en parallèle, c'est 2 pi racine de LC. Et comme on connaît la valeur de C, on peut déterminer directement, on connaît L et C bien sûr, on peut déterminer. Et ce qui est demandé, c'est déterminer le produit LC. On vous dit juste de déterminer LC. Donc le produit LC va être égal à 7,29 10-9 secondes moins 1. Donc voilà le produit LC. Bien, voilà pour la partie modulation de modulation. Donc dans cette partie, c'est essentiellement du cours. Donc vous comprenez un peu tout simplement comment déterminer le taux de modulation. Voilà ce qui est toujours demandé dans la modulation. Et est-ce qu'on a une bonne modulation ou pas, et dans la démodulation de comprendre, souvent on vous dit chaque étage correspond à quoi, d'avoir une idée sur la forme de signal à la sortie de chaque étage. Donc là bien sûr détection aussi, détecteur de l'enveloppe. Donc là vous allez voir comment l'enveloppe est déplacée, et là vous allez voir le signal final. Et bien sûr de connaître les conditions pour avoir une bonne démodulation, les conditions sur la fréquence de la porteuse, la fréquence du signal, et ainsi de suite. Bien, on passe à l'électricité. Voilà un autre exercice de l'électricité aussi très important, même ça paraît un circuit simple, un circuit RC. On vous dit attribuer, ça souvent. Donc là, si je fais un interrupteur, je mesure avec l'oscilloscope deux courbes, laquelle correspond à la tension aux bornes de attribuer chaque courbe, laquelle correspond à U de C, laquelle correspond à U de R. Toujours, pour l'attribution des courbes, deux choses. Soit vous utilisez les conditions initiales, soit vous utilisez le régime permanent. Toujours. Bon, souvent, les conditions initiales suffisent. Donc, au départ, le condensateur était déchargé. L'interrupteur est ouvert. Donc, à T égale à 0, puisque le condensateur assure la continuité de la tension, ça c'est très important. Donc, la tension juste après la fermeture va être toujours égale à 0. Donc, tout de suite, je dis la courbe P, c'est U de C. Ou bien, je peux dire qu'en régime permanent, le courant dans le circuit il est nul, parce que le condensateur en régime permanent se comporte comme un circuit ouvert. Et voilà, si le courant est nul, ça veut dire la tension en régime permanent est égale à 0. Donc voilà, je vais la courbe. Celle-là, c'est U de R et celle-là, c'est U de C. Donc, vous avez plusieurs façons de justifier. Quelle sera la valeur de chacune des tensions en régime permanent? Bon, il suffit de tracer le régime permanent, c'est celui-là. Et vous voyez bien qu'en régime permanent, I de C est égal à I de R est égal à 8 volts. Donc les deux sont égales. En régime permanent, pardon, I de C est égal à 8 volts. Par contre, I de R, c'est ça, I de R en régime permanent, c'est 0. Donc c'est I de R à T égale à 0 qui est égal à 8 volts. En précisant la méthode utilisée, déterminer graphiquement taux. Donc vous avez deux manières de déterminer taux, soit la tangente, l'intersection avec le régime permanent, vous déterminez l'abscisse, ça vous donne 1 seconde. Soit vous déterminez 0,63 fois la valeur fois E, et 0,63 fois 8, ça vous donne 5.
et 5, vous voyez, ça vous donne tout de suite 1. Donc vous voyez les deux méthodes, vous choisissez une. Souvent, si la tangente n'est pas tracée, c'est plus facile de faire 0,63 fois la valeur maximale. Bien voilà, vous trouvez une capacité de 50 microfarads. Maintenant, on va établir l'équation vérifiée. Faites très attention, c'est par U de R, toujours le même principe, loi d'additivité des tensions, E égale à U de R plus U de C. Ensuite, je vais rappeler les relations dans un circuit RC, I égale à D de Q sur D de T. C'est ça la relation entre le courant et la charge. Bien sûr, E c'est une constante. Pour déterminer l'équation vérifiée par U de R, c'est la même chose que I. Donc je dois éliminer la charge Q. Donc je dois dériver cette expression. Donc je dérive E, c'est 0. Je dérive Q, c'est I. Et I, ça sera la dérivée de I par rapport au temps. Voilà. L'équation vérifiée par I, il suffit de multiplier par R des deux côtés. Et ce sera la même équation vérifiée par U de R. Montrez maintenant, on vous dit que la solution c'est U de R, c'est alpha exponentielle moins bêta t. Montrez ceci. Bon là c'est classique, je dérive U de R, c'est moins bêta fois alpha exponentielle moins bêta t. Je remplace dans l'équation différentielle, je factorise par exponentielle moins alpha. Ça c'est égal à 0, quel que soit t, si seulement si ce terme est égal à 0. Donc bêta égale à 1 sur RC. Donc vous voyez, donc faites très attention ici, des fois on vous dit moins t sur delta, des fois moins delta fois t. Donc si c'est moins delta fois t, vous voyez, un delta fois t n'a pas d'unité, ça veut dire delta va avoir l'unité de 1 sur temps. Donc vous voyez, je trouve delta c'est 1 sur temps. Et pour déterminer alpha, il faut utiliser les conditions initiales. On a dit à t égale à 0, U de R égale à E, donc alpha est égal à E tout simplement. Maintenant, donner en fonction de C, I de C, l'expression, bon ça c'est classique, c'est I égale à C D de IC sur D de T. Maintenant la question B, faire très attention en exploitant la courbe B, hein, c'est-à-dire la courbe qui donne I de C. Calculer la valeur de courant à l'instant 1 seconde. Donc là, la courbe B, c'est la courbe I de C en fonction du temps. Or, I, c'est C fois D de IC sur D de T. Donc pour déterminer I, il faut déterminer la dérivée de IC par rapport au temps au point on a un point d'abscisse 1 seconde. Donc la dérivée du y par rapport au temps, c'est le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point x0. Donc je vais tracer la tangente à la courbe au point d'abscisse 1 et je détermine le coefficient directeur de cette tangente et ça sera d de ic sur d de t. Et si je connais d ic sur d de t, je peux déterminer i. Donc voilà, je détermine le coefficient directeur, c'est à peu près 7. Ce point, c'est... Voilà, je prends ce point, moi, je prends ce point. On aurait dû prendre directement 8, mais c'est pas grave. Donc, c'est 7 à peu près, ici c'est 7, pas à peu près, c'est 7 moins 2,2. Donc, ici c'est 2,2 divisé par à peu près 1,6. Moins 0, ça vous donne 3. Voilà. Et I, c'est 3 fois le courant qui est 5, 10 moins 5, ça vous donne 0,15 mA. Maintenant, on peut déterminer le courant d'une autre façon très simple en utilisant la courbe U de R. Hein, courbe U de R toujours pour une seconde. Et pour une seconde, vous voyez bien que U de R est égal à 5. Donc, j'écris U de R égale à 5, volt égale à R fois I. Donc, I est égal à 5 sur 100, ça vous donne 0,15 mA. Parce que la résistance, c'est 100. Donc, vous voyez, mais celui-là, on impose d'utiliser la courbe B. Donc, la courbe B, c'est U de C en fonction du temps. Donc, pour déterminer I égale à CD de IC sur D de T, je vous rappelle, la dérivée de Y par rapport au temps, c'est le coefficient directeur de la fonction Y en fonction de X, en fonction du temps. D'accord? Bien, déterminer l'instant T2 pour lequel I de C est égal à I de R. Là, on peut le déterminer graphiquement, mais on va le faire par calcul. Supposons qu'on n'a pas cette courbe. Donc, j'ai créé I de R à T est égal à un instant T. Bon, taux est égal à 1, donc j'ai remplacé directement taux par 1. Voilà I de C. Les deux sont égales, ça veut dire tout simplement ce terme est égal à celui-là. Je ramène tous les exponentiels du même côté, donc je simplifie par E déjà. Hein, et ça vous donne 1 moins exponentielle moins taux est égal à exponentielle moins t, pardon. Donc 2 exponentielle t est égal à 1. Donc 1 demi égale exponentielle moins t. J'applique le logarithme. Donc t c'est moins log de t de 1 demi. Et ça vous donne 0,69. Donc vous voyez, c'est exactement ce point-là. C'est effectivement à peu près 0,7 secondes. Graphiquement. Mais là, je l'ai déterminé par calcul. Donc voilà pour l'électricité. Donc vous voyez, je vous propose souvent des exercices complètement diversifiés. On a traité RLC, on a traité CRL,
RC. Là, on passe à deux exercices de mécanique. Donc là, on va étudier un mouvement de chute vers le haut. Donc, le solide, le jongleur va lancer une balle vers le haut. Question déterminée, équation différentielle vérifiée par le coordonné V de Y. Donc, toujours en mécanique, système étudié, force appliquée et deuxième loi de Newton, classique. Donc, les forces appliquées ici, c'est uniquement le poids. Donc, la P égale à M gamma. Donc, M gamma est égal à G. Donc, voilà. Donc, faites attention. Donc, A est égal à G. Maintenant, je vais projeter suivant OY. Faites très attention. OY est vers le haut. Donc, la projection de A de G, c'est moins G. Et toujours la projection de A, lui, c'est toujours A suivant J. Hein, peu importe. L'axe suivant le haut vers le bas. Donc, A suivant J. C'est A suivant J, voilà. Donc là, il est suivant J. Donc là, je projette. Ça vous donne A égale à moins G. Et bien sûr, A, c'est D de VY sur D de T. Donc voilà l'équation vérifiée par V de Y. Maintenant, résoudre analytiquement cette équation, il suffit de l'intégrer. Donc V de Y, c'est moins G fois T plus VY0 qui est V0. Donc ça vous donne directement moins G fois T plus V0. Au déduire le mouvement de la balle comporte bien une phase de montée et une phase de descente. Exprimer la date T1 de changement de phase. Donc la balle va augmenter, va monter, jusqu'à atteindre un maximum, il va redescendre. Donc là, vous voyez que la vitesse diminue, donc à un certain moment, il va s'annuler. Donc il va s'annuler à un instant T1, et cet instant, c'est la fin de la phase montante. Et la descente va démarrer. Donc à T est égal à T1, V de Y va être égal à 0, donc la particule le projectile va augmenter, jusqu'à ce que sa vitesse soit nulle, il va descendre. Donc là où la vitesse est nulle, l'instant là, on va l'appeler T1. Et vous voyez, T1, ce sera V0 sur G. Donc voilà le mouvement, il va monter, jusqu'à ce que sa vitesse soit nulle, il va redescendre. Et cet instant-là, c'est V0 sur G. Pour déterminer l'équation horaire du mouvement de la balle, on l'a déjà déterminé, l'équation horaire, donc V de Y. Bon, on a déterminé juste V de Y, donc il faut l'intégrer. Donc Y, ce sera moins 1,5 GT carré, plus V0T, plus Y0, puisqu'on a pris Y0 égale à 0. Donc ce sera cette équation-là. D'accord? Bien. Voilà, donc vous voyez bien que VY, si je trace le module de V de Y, il va diminuer jusqu'à s'annuler. Ensuite, sa valeur va être négative. Ça veut dire tout simplement la vitesse est opposée à OY. Exprimer la valeur V0 de la vitesse en fonction de H, c'est-à-dire la hauteur maximale atteinte par la balle. Donc là, Y, on a dit c'est moins 1,5 GT carré plus V0 fois T. Je connais l'instant où la balle va amorcer sa descente. Donc pour déterminer H, c'est tout simplement la valeur de Y si T est égal à T1. Hein, vous voyez, donc je remplace T par T1, dans ce cas Z égale à H, et je trouve la valeur H, c'est moins 1,5 GT1 au carré plus V0 fois T1. Je remplace T1 par sa valeur, petit calcul, ça vous donne V0 au carré sur 2G. Bien sûr, et donc V0, c'est racine carrée de 2G fois H. Bien sûr, cette équation-là, on peut la démontrer autrement, mais puisqu'on n'a pas encore fait, vous n'avez pas encore fait cette année tout ce qui est conservation de l'énergie mécanique, donc je garde cette méthode. Mais je vous donne la deuxième parce qu'elle est plus rapide. C'est la conservation de l'énergie entre l'instant initial et ici, l'instant final. Donc à T égale à 0, l'énergie mécanique, puisqu'il n'y a pas de frottement, donc l'énergie mécanique initiale est égale à l'énergie mécanique à l'instant T1. Et puisque l'énergie à l'instant T0 c'est purement cinétique, on va prendre comme ici l'origine de l'énergie potentielle, et à l'instant T1, l'énergie cinétique est nulle, et l'énergie est purement énergie de pesanteur. D'accord? Donc ce sera mg fois h. Donc vous voyez, je retrouve facilement la relation. Bon, je reste à rappeler que pendant la montée, vous avez la vitesse et l'accélération sont dans la même direction et de sens opposés, parce que la direction de l'accélération, c'est toujours suivant moins y. Ici, la vitesse, elle est suivant plus y. Donc, pendant la montée, c'est négatif, d'où c'est un mouvement retardé. Pendant la descente, ce produit scalaire, il est positif, c'est un mouvement accéléré. Donc, ça, c'est les jetés entre parenthèses. Pour montrer qu'un mouvement est accéléré ou retardé, vous faites juste le produit scalaire de A scalaire V. Donc, si les positifs, c'est un mouvement accéléré. Si les négatifs, c'est un mouvement retardé. Enfin, je vais passer à un saut spectaculaire d'un motard et on va essayer de vérifier quelques informations qui ont été publiées dans la presse. Donc ça, c'est, bon, je vous laisse le soin de relire l'ANSI. Vous avez un canal
je ne sais plus dans quel pays, et un motard va essayer de sauter à travers le canal. Et on va étudier ce mouvement de saut. Donc on vous dit montrer que si le poids est la seule force qui s'applique sur Monsieur Madison, celui qui a fait le saut, et sa moto, le mouvement suivant X est uniforme. Donc là, système étudié, c'est Madison et sa moto. Les forces appliquées, puisqu'on a négligé le frottement, c'est mg. Donc deuxième loi de Newton, c'est mg est égal à m gamma. Donc toujours, comme dans n'importe quelle chute parabolique, g est égal à l'accélération. Si je projette sur OX, bien sûr, vous avez a de x égale à 0, parce que g n'a pas de projection suivant OX. Donc v de x est égal à une constante, et ce sera la vitesse avec laquelle M. Madison a amorcé son saut. Et cette valeur-là, on va vous la donner tout à l'heure. Donc V0x, c'est V0 cosinus alpha, parce qu'il a amorcé le saut avec un angle alpha. Donc le mouvement suivant l'axe horizontal est effectivement uniforme. Donc voilà, le saut, il a amorcé avec une vitesse initiale V0 qui fait un angle alpha avec l'axe des X. Et voilà des photographies. On a photographié le moto avec un appareil photo rapide à des instants bien déterminés. Vous avez ici le même instant, delta t, le même instant. Et on vous dit justifier que la vitesse sur l'axe des X est uniforme. Bon là, il suffit de normalement faire la projection sur l'axe des X et vous voyez bien que cette distance est à peu près constante. Donc le moteur sur l'axe des X, la distance parcourue pendant même instant delta t, c'est une constante. Donc on peut dire que le mouvement est effectivement uniforme suivant l'axe des X. En fait, le but de cette question, c'est de parler des incertitudes. Mais comme au baccalauréat marocain, on ne traite pas ce type de questions. C'est pourquoi j'ai bâclé cette question et je vous ai donné directement la valeur. Donc la vitesse en sortie du tremplin V0 est égale à 125, annoncée sur le site, est-elle vérifiée? Donc maintenant, on va revenir sur la vitesse initiale et on va voir est-ce qu'effectivement est égal à 125 km par heure. Qu'est-ce qu'on nous donne? On donne la vitesse V0, avec laquelle on vous donne V0x, il est comment? On vous donne V0x, on vous donne alpha. Donc si vous connaissez V0x et alpha, vous allez déterminer bien sûr V0. Parce que cosinus alpha, c'est quoi? C'est V0x sur V0. Donc je peux déterminer V0, c'est V0x sur cosinus alpha. Donc puisque V0x c'est donné dans l'énoncé, c'est 28,6, donc je peux déterminer V0, c'est 34,1 mètres par seconde. Maintenant, est-ce que c'est celle qui est annoncée dans la presse? La presse nous dit c'est V0, c'est 125 km par heure. Bien sûr, il faut transformer ça en km par heure. Et si vous le transformez, vous allez trouver exactement le même ordre de grandeur. Parce que km par heure, il faut diviser par 3,6 et non pas 3,3. J'ai fait une erreur ici. C'est 3,6. D'accord, c'est 3,6, mais le résultat, je pense, il est correct. C'est 34,7. Donc, c'est à peu près la même valeur qui était annoncée dans la presse. Maintenant, on vous donne l'allure, comment évolue V de Y en fonction du temps. On vous dit justifier à partir de cette courbe que le mouvement est uniformément varié suivant l'axe des Y. On a montré qu'il est uniforme suivant l'axe des X. Maintenant, montrer qu'il est uniformément varié suivant l'axe des Y. Qu'est-ce que c'est qu'un mouvement uniformément varié? L'accélération, c'est une constante. Or, d'après cette courbe, c'est une droite. Donc, V de Y, ce sera de la forme A fois T plus B, AT plus B. Avec A, on peut le calculer, c'est 20 divisé par 2, c'est exactement moins 10. Parce que la pente, elle est négative. Donc, exactement, c'est moins 10 fois T plus V0Y, qui est à peu près 17, disons 18 mètres par seconde. Donc, d de V de Y sur d de T, ce qui est important, là on peut même ne pas donner la valeur, il suffit de dire que d de Y sur d de T, c'est une constante. Donc, le mouvement est uniformément varié suivant l'axe des Y. Maintenant, on veut déterminer la portée verticale. On veut dire quelle position particulière de la trajectoire est occupée par la moto à la date, à l'instant où V de Y égale à 0. Donc, vous voyez, à cet instant-là, où V de Y égale à 0, quelle est la hauteur occupée par la moto? Donc là, il faut comprendre les propriétés de chute parabolique. Si V de Y égale à 0, ça veut dire la vitesse de la moto, elle est purement horizontale. Et quel est le point où la vitesse possède uniquement une seule composante horizontale? C'est le sommet de la trajectoire. Donc là où V de Y égale à 0, c'est tout simplement le sommet de la trajectoire ou bien la portée verticale. Donc, et dans ce cas, la vitesse se réduit à V0x. Vous voyez, il a une seule composante qui est V0x, qui est partout constante. Je rappelle, suivant l'axe des X, le mouvement est uniforme.
Donc l'invitation, ce point particulier, ce point au sommet de la trajectoire, c'est Vx carré plus Vy carré, mais comme Vy égale à 0 en ce point, d'après la courbe, donc V de x égale à V est égal à V0x. Donc l'invitation, ce point, c'est 28,6 mètres par seconde. Maintenant, utilisons l'expression précédente, déterminer YS, c'est-à-dire la hauteur maximale. Bon là, très simple, je connais l'instant, le temps où la moto va arriver à son maximum, à la portée verticale. Donc si je connais T, j'utilise l'équation horaire pour déterminer Y. Bon, je peux déterminer VY, c'est connu, d'accord? Donc je vais déterminer Y, c'est moins 5, j'intègre cette relation, c'est moins 5T carré, plus V0Y, d'après la courbe, c'est 15,6, plus Y0, c'est 0. Je connais T au sommet de la trajectoire, donc je peux déterminer directement Y, qui est la hauteur maximale. Donc, je fais l'application numérique, sauf erreur, je trouve 11,2 mètres. Voilà, dernière question, on vous dit vérifier, on vous dit la moto, le saut de la moto au point le plus haut est supérieur à 95 mètres, on va le vérifier. Donc là, avant d'amorcer le saut, la moto a parcouru ici une distance, hein, il est monté sur une pente, ensuite il a démarré le saut ici, c'est là où on a pris nous x égale à 0, et on a montré que y maximum c'est pas 19, c'est 11,2 que j'ai trouvé moi, 11,2. Ensuite il faut lui ajouter ces données là qui est 5,7, c'est la hauteur à partir de laquelle il a amorcé le saut, et puis la profondeur du canal là qui mesure 79. Si vous faites tout, vous allez trouver effectivement une hauteur supérieure à 95 mètres. Donc voilà pour ce sujet. J'espère que vous avez détecté pas mal de choses à travers ce sujet-là. Bon nombre de remarques. Je vous souhaite bien sûr bon courage et j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Je vous prépare en ce moment un sujet vraiment global. Je vais l'appeler global. C'est peut-être le dernier avant les examens, mais dans lequel je vais mettre vraiment des exercices un peu difficiles. Je vais monter la barrière un peu au haut et j'espère que vous allez bien suivre et bien répondre. Voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis, bien sûr, laissez-moi des commentaires. Bon courage, bonne continuation et à très bientôt.